Bonjour Cyril, tu es partenaire chez Xange. Bienvenue chez Ainsi font les fonds. Pourrais-tu nous présenter Xange? Alors Xange, c'est un fonds franco-allemand qui gère environ 400 millions, qui a été créé en 2003 et qui a la particularité de réunir de l'argent d'industriels. Okay. Donc on s'appelle techniquement multi-corporate venture. Okay. C'est un fonds qui fait des investissements early stage et un peu plus late stage aussi, donc des très jeunes et des moins jeunes. Le sujet qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui, Cyril, c'était la lettre d'intention, appelée aussi term sheet ou LOI selon les jargons. Quels sont les points clés que l'on peut retrouver dans une lettre d'intention? Alors si on résume, ça va se résumer en 6 ou 7 points à peu près. Donc il y a là le montant investi par le fonds et la répartition entre les différents investisseurs. Il y a la valorisation à laquelle le fonds propose d'investir. Il y a les liquidations de préférence et le type de liquidation de préférence. Il y a ce qu'on appelle le ratchet, qui est l'ajustement en cas de tour ultérieur, plus bas. Il va y avoir les choses qui concernent le management, comme le good lever, bad lever et la garantie d'actifs passifs. Et puis il y a tout ce qui entoure, dernier point, la structure du conseil de surveillance ou du conseil d'administration. Et puis il faudrait ajouter quand même que dans une lettre d'intention, tout est pure intention, donc rien n'est liant, rien n'est binding, mais il reste quand même une ou deux clauses qui sont bel et bien liantes, les deux dernières, qui sont la confidentialité, l'existence même de la lettre d'intention souvent est confidentielle, et l'exclusivité. On s'engage bien dans la lettre d'intention à travailler ensemble pendant 8-10 semaines, qui sont la durée, qui correspond à la durée nécessaire pour signer les fameux contrats juridiques. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas accepter 2 term sheets en même temps. Exactement. Quand vous avez signé une première lettre d'intention, vous vous engagez pour une période de travail d'environ 2 mois avec le fonds en question. Une fois que la lettre d'intention a été signée, quelle est la probabilité qu'on arrive vraiment à un investissement? Alors elle est très élevée. Selon les fonds, elle va varier, dans mon estimation subjective, entre 3 fois sur 4 et 99%. Dans le cas d'Xange, c'est 9 fois sur 10. Dans quel cas ça n'aboutit pas? Alors, il y a 2 situations qui peuvent faire que ça n'aboutisse pas. Une concerne les audits formels, donc la fameuse due diligence des auditeurs, donc financière, juridique. Il peut arriver que ces auditeurs fassent état de choses que les investisseurs n'avaient pas remarquées au préalable, une situation désastreuse, une situation de liquidation potentielle, etc. Donc si les audits sont mauvais, les audits formels, ça peut effectivement précipiter la fin de la négociation. Et puis autre chose, dans le cours de la négociation des contrats, on peut se fâcher, parce qu'on va aborder des sujets comme la garantie d'actifs passifs, qui sont des sujets parfois conflictuels, et il peut arriver qu'on n'arrive tout simplement pas à se mettre d'accord à ce moment-là. C'est extrêmement rare. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites anecdotes? Moi, j'ai envie de dire une chose importante, c'est que il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant toute la phase de séduction qui précède la lettre d'intention, on parle de business, on parle de clients, on parle de chiffre d'affaires, etc. Et puis tout d'un coup, on se retrouve à faire du business ensemble. C'est la première fois probablement que l'investisseur et l'entrepreneur se retrouvent non plus à parler de tout ce qu'ils savent si bien faire à l'extérieur, et les deux parties mettent de la séduction. Tout d'un coup, on se retrouve face à face et il s'agit maintenant de gérer des choses ensemble. Donc, c'est un moment très important, la lettre d'intention, pour continuer, pour l'entrepreneur, de continuer à tenir une ligne de professionnalisme, en tout cas à être bien conscient que tout ce qu'il va montrer dans la négociation de la lettre d'intention correspond finalement à sa façon de vraiment faire du business. Et pour le fonds, c'est pareil.
tout ce qu'on avait dit sur le côté accompagnateur du fonds, on va pouvoir vérifier au moment de la lettre d'intention que ça n'est pas que des vœux pieux, que c'est bien comme ça que le fonds se comporte quand il s'agit de rentrer dans le vif du sujet. En fait, cette période de négociation et de gestion de la term sheet est cruciale et révélatrice des relations entre investisseurs et entrepreneurs. Exactement, c'est exactement ça. C'est que le court moment de la négociation, qui va durer peut-être 2 semaines sur de la lettre d'intention, est un moment très intense pour échanger des informations sur comment je fais vraiment, comment je pratique mon activité d'entrepreneur et d'investisseur dans la réalité, et non pas seulement dans les déclarations. Combien de temps est-ce que ça peut prendre ? Entre 1 semaine et 4 semaines peut-être, avec une moyenne autour de 2 semaines. Et puis on peut commencer aussi, avant la lettre d'intention en bonne et due forme, on peut commencer par échanger par exemple un email en quelques points synthétiques pour n'adresser que les 6 ou 7 points dont on a parlé plus haut. Donc le tout va représenter peut-être 2, 3, 4 itérations. Mais si ça commence à devenir beaucoup plus que 4 itérations, je reviens à ma remarque précédente, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se coincer dans le mécanisme. Est-ce que dans cette lettre d'intention, il y a des points de blocage ? Alors il y a des points de blocage, des bons et des mauvais. Un bon point de blocage, mais qui ne doit pas rester bloquant, c'est la valorisation. C'est normal que les investisseurs et les entrepreneurs, sur ce point-là, se frottent raisonnablement et arrivent à une résolution. Et si ça a été bien fait, si le conflit d'intérêts a été géré sainement, eh ben c'est résolu une fois pour toutes, et par la suite, il n'y aura pas de conséquences sur la relation, parce qu'il va falloir vivre ensuite pendant de nombreuses années. Donc ça, c'est un point qui doit être résolu à la régulière et ensuite mis de côté. Il y a en revanche des points bloquants sur lesquels c'est dommage de ferrailler trop longtemps, parce qu'ils n'ont pas très souvent, ils ont très rarement des implications dans le futur. Le premier, c'est tout ce qui concerne le good liver, bad liver. Donc c'est évidemment plutôt la partie bad liver qui pose problème. Dans les faits, les fonds ne peuvent activer ces clauses-là que quand les choses se sont vraiment très mal passées, presque au sens pénal. Donc c'est dommage de se focaliser sur des aspects plus mineurs ou même de rester englué dans ce conflit, parce que dans les faits, ça n'a que rarement des conséquences. Autre point souvent conflictuel, et c'est dommage que ce le soit, c'est toute la partie garantie d'actifs passifs. On n'est pas dans des situations dans le venture où on peut vraiment venir chercher l'entrepreneur sur des choses graves. Ça arrive extrêmement rarement. Peut-être aussi parce qu'il y a peu d'historique. Enfin, c'est des sociétés en général assez jeunes. C'est souvent des sociétés jeunes. Alors quand c'est très jeune, ça a d'autant moins de sens de parler de la garantie d'actifs passifs. Il n'y a quasiment rien à garantir, ni à déclarer. Et puis quand il y a un petit peu d'historique, c'est bien de circonscrire cette discussion à des choses raisonnables, comme par exemple l'existence ou l'absence de conflit juridique, la propriété intellectuelle, enfin des choses qui sont carrées. Fading out.